Expérience helvétique, voilà une belle expression. Écoutez, je vais voir, je ne l'ai pas encore vécu. Mais comment je l'aborde avant de l'avoir vécu? J'espère que ça se passera très bien et j'ai une bonne intuition. Je pense que quand il y a un public jeune, d'étudiants, d'étudiantes, je pense que c'est très motivant pour quelqu'un de parler à la jeunesse. Parce qu'il y a un vrai intérêt. On sait que, en plus, ce sont des gens qui peuvent faire des films, qui sont susceptibles d'en faire en tous les cas. Donc c'est un double intérêt. Il y a la jeunesse et il y a le métier, voilà, qui est en train d'être appris par ces jeunes. Et donc c'est bien. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a aucun intérêt à parler avec des gens de mon âge, hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais en tous les cas, moi, ça me motive. J'ai beaucoup enseigné. J'ai enseigné pendant 30 ans à l'université de Bruxelles et j'ai toujours aimé ça. Et aussi écouter, parce qu'on apprend beaucoup, parce que vous avez un regard différent, notamment grâce à l'utilisation d'une technologie que moi, je ne connaissais pas, que je dois apprendre, la manière les types d'images qui apparaissent aujourd'hui. Bon, voilà, donc ça m'intéresse. J'espère que ça se passera bien. L'amour, c'est un grand mot. On le montre par la haine, parfois, hein, par la dispute, par la violence, et puis on le montre par son contraire, quoi. On le fait sentir, pressentir. L'amour, c'est une chose complexe. C'est aussi la paix, l'amour. Ça a d'autres formes que simplement l'amour affectif. Mais je ne sais pas comment... c'est un beau thème, je trouve, très large évidemment. Mais moi je dirais que nous, dans nos films, on l'a montré plutôt dans la rencontre. Dans la rencontre et dans l'entraide entre nos personnages. C'est-à-dire quelqu'un qui a besoin de quelqu'un. Il pense qu'il n'en a pas besoin, mais finalement il en a besoin. Voilà, c'est un peu ça, nos films racontent un peu ça. Quelqu'un qui est enfermé dans une situation sociale de laquelle il essaye de se libérer seul, il n'y arrive pas et finalement il se rend compte, alors qu'il pensait le contraire, il se rend compte qu'il a besoin de quelqu'un. Quelqu'un qu'il a rejeté peut-être au départ, quelqu'un qui ne voulait pas voir, qui ne voulait pas la main tendue, il a refusé, puis finalement il accepte. Bon, on a beaucoup raconté, je crois, des films qui justement essayent de filmer cette rencontre, cette entraide entre deux personnages. C'est-à-dire que ce qu'on essaye de filmer dans l'enfant, c'est comment un garçon, c'est lui qui est le personnage principal, même si la maman, la mère du bébé aussi a un rôle évidemment, mais ce qu'on filme, c'est le père, qui n'arrive pas à être un père. Et qui, c'est ça qui est terrible, ne sent même pas qu'il est le père de cet enfant puisqu'il le vend. Il le rachète, mais il le vend aussi d'abord. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ? De ne pas sentir un lien avec un être humain né du ventre de votre ami. Et vous y êtes aussi pour quelque chose en tant que père, si cet enfant naît. Et ce n'est pas qu'il est l'enfant, ce n'est pas qu'il n'en avait pas envie, comme on dit, elle lui aurait fait un enfant dans le dos sans le prévenir. C'est pas ça. Simplement, il n'existe pas et il le voit tout de suite comme un objet que l'on peut vendre. Ça, c'est d'une légèreté terrible, insoutenable, dirait l'autre. Et le film a essayé de montrer comment, finalement, cet enfant va prendre du poids, si je puis dire, pour lui. Lui-même va se sentir de plus en plus responsable, moins léger, moins irresponsable. Et il va se réintéresser à son ami et à l'enfant. Mais ça prendra du temps. Voilà, c'est ça qu'on essaie de filmer, mais vraiment matériellement. À un moment donné, il va porter son ami qui s'est évanoui quand il lui a annoncé qu'il avait vendu l'enfant. Et bon,
comme tout être humain qui voit quelqu'un d'autre qui s'évanouit, qui ne se réveille pas, ben, il va chercher à appeler l'ambulance, aller à l'hôpital, etc. Donc il la prend, il la porte pour aller sur la route, faire de l'autostop avec elle pour aller à l'hôpital. Et ben, il a dû la porter. Il n'avait jamais porté un poids aussi lourd dans le film. Hein. Et c'est ça qu'on essaye, en le faisant, en le mettant en situation de porter quelqu'un, de mesurer inconsciemment, évidemment, on ne dit pas, tiens, c'est lourd, un être humain, mais nous qui voyons le film, nous voyons ce garçon éprouver le poids de quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Parce qu'avant, il est toujours léger, il change de vêtements, il vole, il prend, il dépense, il perd, il prend. Rien n'a de sens, rien n'a de poids. Et là, voilà, c'est ça qu'on essaie de filmer. On ne cherche pas de juste milieu, on n'a pas d'a priori quand on écrit, hein, parce qu'on a quand même écrit un scénario donc avant de filmer. Donc déjà là, la question se pose. Hein, est-ce que pas trop d'amour, pas trop de violence, ou bien l'inverse? Bon, c'est pas le genre de questions que nous nous posons. Nous essayons de voir la trajectoire d'un personnage. Donc, du début, voilà, il est léger, donc les vêtements, il faut y penser après, plutôt large, il a toujours des baskets, comme il dit. Bon voilà, il fait pas de bruit quand il marche. Donc il y a plein de choses concrètes auxquelles il faut penser déjà en écrivant. Mais si vous voulez, nous, il est au début léger, insouciant, entre guillemets inconscient, et au bout, il a pris conscience du poids des choses. C'est ça l'idée. Donc, il faut le mener jusque-là. Et on ne se dit pas, est-ce qu'il faut être violent, pas violent. On verra bien ce qui arrive en construisant l'histoire, quoi. Et en filmant, voilà. Mais on ne se dit jamais, tiens, il faut mettre un peu de ceci et pas de cela, ou un peu plus de ceci. C'est pas le genre de questions que nous nous posons. Encore une fois, c'est la même chose. Est-ce que c'est un choix? Vous savez, on filme ce qu'on désire filmer. Et c'est du désir, c'est de l'intuition, on aime filmer effectivement des gens, pas toujours non plus, il ne faut pas en faire une règle générale, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages qui sont jeunes. Alors, je crois que c'est lié au fait qu'on aime filmer les rapports entre générations aussi. Quand vous prenez quelqu'un de jeune, il y a un père, une mère ou une absence, mais enfin, il y a quand même le lien à la génération qui précède. Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce qui n'est pas passé entre les deux? Voilà, c'est toutes des questions qui nous intéressent beaucoup. Et pourquoi on s'intéresse à cela, j'en sais rien. Hein. Bon, il y en a d'autres qui s'intéressent à d'autres choses et c'est très bien. Je me souviens, parce que pour donner un exemple, quand on a écrit La Promesse, c'est aussi c'est un garçon de 14 ans qui, avec son père, exploite des migrants en les logeant à des conditions indécentes, etc. Et dans des conditions indécentes, mais quand même financièrement rentables. Et on s'est dit, à un moment donné, mais comment est-ce que ce garçon qui a 14 ans, qui aime son père, qui est comme lui, il parle comme lui, ils ont les mêmes gestes, les mêmes expressions, etc. On a cherché à ce qu'il soit une sorte de duo, pas père-fils, mais comme dans un gang, si vous voulez, de gangsters, ils sont un peu les mêmes. Et on s'est dit, au départ, en écrivant le scénario, tiens, il faudrait peut-être qu'il rencontre un personnage de la génération qui précède, celle de son père et de lui. Donc, son père qui a 35 ans, lui qui en a 14. Il rencontre quelqu'un qui aurait 60 ans et qui aurait une tradition. Dans ce cas-ci, la tradition ouvrière qui est de la région dans laquelle le film se passe, et qui, dans des scènes évidemment, mais enfin, en gros, ce qui se passerait entre eux, ce serait « ne sois pas comme ton père. Ton père est un salaud. On n'exploite pas les gens comme il fait. Surtout que lui, il a été exploité lui-même, il devrait le savoir. » Et puis on s'est dit non. Ce serait trop facile, parce que ces personnages-là, malheureusement, n'existent plus. Elles ne sont plus écoutées.
il y a l'âge qu'elle a. Donc, les recherches sont parfois plus limitées. Parce mon frère et moi, nous vivons dans la vie comme vous. Hein. On n'est pas dans le monde du cinéma à parler avec des cinéastes et des et de parler. On est dans la vie. Bon, moi, surtout quand je donnais cours, en plus, là, tout le temps, je voyais des gens, des jeunes, etc., des autres profs. Bon. Donc, on reste à l'écoute de ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est déjà une enquête permanente, si vous voulez, sur la réalité qui nous entoure. Hein? Donc, il n'y a pas d'enquête spéciale. Mais effectivement, quand même, il y a des choses qu'on ne connaît pas, évidemment. Et nous avons, par exemple, je prends dans le dernier film Tori Lokita, Milieu de la drogue, on ne connaissait pas bien. Comment on construit des hangars pour le cannabis, pour la culture du cannabis, etc. Voilà, donc on se renseigne. Qui tient ça? On nous dit, tiens, ces gens, ils ont plutôt tel âge, il y a des engrais, il y a de ceci, vraiment. Et on se renseigne, et ça nous permet des photos que la police nous a montrées, d'endroits qui avaient été... où vous avez été arrêtés des gens. Et donc ça vous donne des idées pour construire votre histoire, votre scénario. Et aussi pour filmer, pour trouver des plans. Donc, c'est bien, il faut toujours se renseigner, enquêter, mais pas non plus pour que le film devienne une espèce d'enquête filmée, quoi. Il faut savoir se libérer aussi de ça pour garder la fiction et inventer une histoire. Hein, parce que les histoires qu'on invente ne sont pas celles de la réalité.